Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir sur les ondes du micro des gynécos. Pour ce nouvel épisode, Océane reçoit le docteur Louise Benoît, chef de clinique à l'hôpital européen Georges Pompidou, dans le service du professeur Anne-Sophie Batz. Le docteur Benoît est également en thèse au laboratoire Métatox à l'INSERM Université Paris-Cité, encadré par le professeur Robert Barouki, le professeur Xavier Coumoul, le docteur Myriam Koual et le docteur Céline Tomkiewicz. Elle nous parle aujourd'hui de ses recherches sur l'impact des polluants environnementaux dans la progression métastatique des cancers du sein. Bonjour Louise, bonjour docteur Benoît, merci d'avoir accepté de participer à la chaîne au micro des gynécos. On est toujours ravis de recevoir les membres actifs de la GOF et ceux qui se sont beaucoup impliqués à nos côtés. Et aujourd'hui, on souhaite profiter de ton expertise pour discuter polluants et cancer du sein. Bonjour, merci beaucoup surtout de m'avoir invité à parler de ce sujet qui tient beaucoup à cœur et qui est très très d'actualité. Donc c'est sûr que c'est une super opportunité de pouvoir en parler un peu à tous les gynécologues, vu que nos patientes posent quand même beaucoup de questions là-dessus. Tout à fait. D'ailleurs, peut-être que pour introduire l'épisode, puisque c'était ton PhD, ta thèse de science, est-ce que tu peux nous rappeler un peu quel était le sujet précis et pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet ? Alors moi, le sujet de ma thèse, c'était le rôle des polluants dans la progression métastatique du cancer du sein. Donc c'est important de faire cette nuance, c'est dans la progression métastatique et non pas l'incidence du cancer du sein. En fait, on avait remarqué que le cancer du sein, quand il est localisé, il a un très très bon pronostic, mais dès qu'il y a une atteinte ganglionnaire ou une atteinte à distance des métastases, la survie, elle chute drastiquement. Donc on connaît assez bien les facteurs de risque d'incidence du cancer du sein, mais on connaît très peu les facteurs de risque d'agressivité du cancer du sein. Et l'hypothèse principale de mon laboratoire d'accueil, c'était que les polluants seraient un facteur de risque d'agressivité du cancer du sein. Et par les polluants, on entend tous les polluants auxquels on est exposé constamment. Et donc, on a fait un premier travail sur une cohorte de patientes. En fait, c'était des patientes qui se faisaient opérer d'un cancer de sein à l'hôpital Georges Pompidou. Et on a dosé chez ces patientes leurs polluants, qu'on a ensuite après corrélé à l'agressivité de leur cancer et à leur survie. Et on a vu qu'il y avait effectivement certains polluants qui pouvaient être liés à l'agressivité du cancer du sein, donc à l'atteinte ganglionnaire et métastatique. Et on a combien de patientes ? On avait environ une centaine de patientes et on dosait 40 polluants chez ces patientes. 40 polluants, d'accord. Et donc les polluants les plus classiques, tu disais les polluants environnementaux. Exactement, c'est un panel de polluants qu'on retrouve et en fait c'est des polluants qu'on a dosés à la fois dans le sang et dans le tissu adipeux péritumoral pour essayer d'avoir une idée. C'était vraiment quelque chose un peu exploratoire au début pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Okay. Et on a trouvé donc des polluants qui étaient corrélés à l'atteinte ganglionnaire chez ces patientes-là. Et donc, on a vraiment poussé ce travail sur un travail beaucoup plus fondamental où, in vitro, sur les cellules, on les traitait avec les différents polluants et des mélanges de polluants pour voir si aussi les cellules du cancer du sein allaient être plus agressives. Et c'était le cas, du coup, c'est ça ? C'était le cas, c'était assez flagrant. Elle devenait non seulement plus agressive, mais en plus, elle résistait au traitement. Donc, il y avait vraiment deux axes de recherche différents. D'accord. Et c'est parmi ces 40 polluants, est-ce que c'est des polluants qui sont présents vraiment partout ou par exemple plus présents dans les grandes villes ou est-ce qu'on a un petit peu une idée de... Il y a de tout. Il y avait vraiment de tout. Il y a plein de différents polluants qu'on a dosés chez ces patientes-là. Et par exemple, celui qui est ressorti le plus souvent, c'est la dioxine. La dioxine, on en entend parfois parler plus les générations avant nous avec la catastrophe naturelle de Seveso avec l'incendie d'une usine. Et en fait, la dioxine, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les processus industriels, dans la combustion, les herbicides, les pesticides. Et chez les patientes qui avaient des taux de dioxine élevés, elles avaient presque 4,5 fois plus de métastases chez les patientes qui en avaient des taux de dioxine qui étaient faibles. Donc ça, c'était vraiment très flagrant. D'accord. Flagrant, pardon. Et la dioxine, c'est un polluant qui a une demi-vie de 7 à 10 ans. Donc, on sait que même si la production est réglementée, on est encore constamment partout exposé à ces polluants-là. Ok, c'est rassurant. Et en même temps, c'est d'actualité et c'est bien qu'on commence à se rendre compte de mieux en mieux du rôle des polluants. Et d'ailleurs, est-ce que, même si c'était pas le sujet principal de ta thèse, qu'est-ce qu'on pense du rôle des polluants sur l'incidence du cancer du sein ? Alors, c'est assez compliqué pour l'incidence du cancer du sein. En fait, il y a beaucoup de résultats qui sont divergents et c'est toujours très difficile à conclure dans les études épidémiologiques.
Quand on fait une étude épidémiologique sur les polluants, c'est vraiment très compliqué parce qu'en fait, on est exposé constamment à énormément de polluants. C'est ce qu'on appelle la notion d'exposome. En fait, c'est qu'on est exposé à des expositions psychosociales, le stress, etc., biologiques, les virus, les bactéries, physiques, la température, le réchauffement climatique, les UV, et aussi chimiques, les polluants à proprement parler. Et ça, c'est tout au long de notre vie, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la mort. Donc, il y a vraiment un effet très, très long. Et maintenant, on sait même qu'il y a des effets transgénérationnels. Donc ça, les gynécologues le connaissent parfois avec les histoires de Distilbène. C'est-à-dire que si notre mère a été exposée, nous aussi, on peut avoir des répercussions par la suite, et même nos enfants aussi. Donc, c'est très, très compliqué de savoir à quel polluant on a été exposé à quel moment. Et il y a énormément de biais dans toutes ces études-là, surtout des biais de mémorisation. Et comme je disais tout à l'heure, les polluants peuvent avoir des très longues demi-vies, de 7 à 10 ans. Donc, on ne peut pas savoir exactement à quel polluant on a été exposé à quel moment. Il y a des expositions qui sont cachées, on ne sait pas qu'on a été exposé, et il y a aussi des polluants qui interagissent entre eux de manière différente. Donc, toutes les études épidémiologiques sont très, très compliquées à interpréter. Donc, dans les études sur des patientes saines où on regardait l'apparition d'un cancer du sein, donc l'incidence, c'est toujours un petit peu difficile de conclure sur ces résultats-là. Bien sûr, il y a des travaux qui ont retrouvé certains polluants qui étaient liés au cancer du sein, à l'incidence du cancer du sein, par exemple les perturbateurs endocriniens. Mais pour l'instant, faut prendre tout ça un peu avec des pincettes. C'est un peu plus compliqué de conclure que sur l'agressivité où on prend des patientes qui sont malades, on peut les suivre et voir un peu comment ça évolue en dosant leurs polluants. Sachant que les dosages de polluants, c'est très cher. Donc, il y a aussi ça qui intervient là-dedans. Pas du tout pris en charge pour l'instant. Du coup, c'est vraiment dans le cadre de la recherche. Ouais. Donc, uniquement en cas de recherche. Est-ce qu'on a déjà des données ou des informations concernant la santé gynécologique des femmes en général et cette question des polluants? Oui, on a commencé à avoir beaucoup de données. Ça commence quand même à être un peu plus à la mode, on va dire, entre guillemets, tout ce qui est exposition environnementale. Donc déjà, il y avait le cancer du sein, ça c'était un gros sujet sur la santé gynécologique. Mais il y a aussi d'autres sujets à la mode, par exemple l'endométriose. Il y a de plus en plus de laboratoires. Nous, on n'a pas fait ça personnellement, mais il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur l'endométriose. Et il y a une grosse méta-analyse qui est sortie il y a quelques années qui retrouvait effectivement que, notamment les fameuses dioxines, chez les patientes qui avaient des dioxines qui étaient élevées dans le sang, elles avaient plus de risques d'avoir une endométriose, et pareil pour d'autres polluants. De la même manière, l'infertilité, tout ce qui est perturbateur endocrinien, donc le bisphénol, on a beaucoup entendu parler, le triclosan qu'on peut retrouver dans les dentifrices, le parabène, etc. Beaucoup de produits cosmétiques, au final, ils peuvent être liés à une infertilité chez les femmes et aussi chez les hommes. Donc, santé gynécologique et polluants, c'est vraiment un sujet d'actualité. Du coup, est-ce qu'on a déjà peut-être des pistes de protection, de prévention pour nos patientes, des conseils à donner ou... Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et c'est quelque chose qui revient vraiment le plus souvent, c'est qu'en fait, surtout avec le concept des 1000 premiers jours qui est assez récent, où on sait que pour les enfants, pour leur développement, c'est le 1000 premiers jours qui est le plus important dès la vie in utero. Et donc les femmes sont du coup prêtes à culpabiliser. Enfin, c'est très difficile de ne pas paniquer, de ne pas culpabiliser quand on sait que ça peut être une cause d'infertilité, de troubles de développement chez le bébé, de cancer du sein. Donc c'est très très compliqué d'informer nos patientes. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est vraiment ne pas paniquer et ne pas culpabiliser. Ça c'est vraiment essentiel. On peut pas faire mieux. Donc il faut essayer de faire un maximum. Et on a justement créé des petites vidéos avec des conseils qu'on peut proposer aux patientes. Et on a 10 conseils qu'on peut dire très très facilement et qui sont très simples à mettre en place pour se protéger contre l'environnement. Par exemple, c'est j'aère tous les jours. Tous les jours, il faut aérer 10 minutes, 3 fois par jour, aérer notre logement. Ça, c'est très simple à faire, il n'y a pas de souci. Quand on fait le ménage, il n'y a pas besoin de désinfecter la maison, il n'y a pas besoin de mettre du javel, des produits décapants partout, de l'eau, du vinaigre, des choses comme ça suffit. Ne pas chauffer le plastique, ça, c'est quand même quelque chose qui devient vraiment, vraiment important. Ne pas utiliser des poêles avec des anti-adhésifs. Celles-là, on sait qu'ils sont toxiques, surtout quand ils sont chauffés. Il faut des meubles qui sont non traités, les plus naturels possibles et bien aérés. Les produits cosmétiques, on essaie de les limiter. Le textile neuf, avant de l'utiliser, il faut le laver. Ça, c'est essentiel parce qu'on sait qu'ils sont traités quand on les récupère. Les plats, c'est fait maison. Et le plus important pour l'alimentation, c'est de diversifier nos expositions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire si je mange que bio, au final, ou que des fruits et des légumes, je vais pas avoir d'exposition à des polluants parce que c'est de l'agriculture. Au final, c'est pas si vrai que ça, donc il faut juste manger un peu de tout et pas forcément manger que toujours la même chose parce qu'on sait qu'il y a des additifs dans certains aliments, donc varier l'exposition et varier l'alimentation.
Et évidemment, essayer de traiter toutes nos petites bêtes, entre guillemets, de la maison, donc que ce soit les fameuses punaises de lit, tout ça qu'on entend parler récemment, essayer de les traiter de la manière les plus naturelles possible. Mais bon, ça, c'est un petit peu difficile à mettre en place. Et d'un point de vue de formation, est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs, les gens qui seraient intéressés pour aller un peu plus loin dans la formation sur les polluants? Il y a beaucoup de MOOC et de DU en ligne qui sont en train de se faire, qui sont assez bien faits, qui peuvent être assez pédagogiques. Je sais qu'il y a un DU de santé environnementale qui a été créé à l'université Paris-Cité, si je dis pas de bêtises. Il y a des MOOC de santé environnementale qu'on peut retrouver en ligne et aussi sur le site des 1000 premiers jours. C'est assez bien fait. Il y a beaucoup de conseils et beaucoup de formatrices qui sont prêts aussi, enfin, formateurs aussi, mais il y a plus de formatrices que j'ai rencontrées qui peuvent se déplacer dans les maternités, par exemple, et qui peuvent venir expliquer aux patientes et les rassurer, leur expliquer ce qu'elles peuvent faire pour protéger leurs enfants, vu que c'est vraiment souvent en obstétrique au final que les patientes reviennent le plus. Eh bien, merci beaucoup Louise. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur les polluants et le cancer du sein? Ce serait surtout pour la formation et pour ce qu'on dit aux patients et ce qu'on entend beaucoup entendre parler autour de nous sur les différentes rumeurs, sur ce qui circule, sur tout ça, de vraiment se renseigner parce que parfois il faut pas paniquer de manière excessive. Vraiment, souvent on voit des patients qui ont peur de tout, qui lavent tout, tout ça en disant justement non, il faut de l'eau, du savon, un tissu. Enfin, il faut essayer de vraiment pas paniquer sur tout ce qui est exposition. Il faut faire au maximum de ce qu'on peut, mais c'est difficile. Et se renseigner et continuer à financer la recherche pour les instances qui peuvent. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci Louise, merci pour cet épisode, merci pour ton temps et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.